Oui, en fait, on tourne autour d'une problématique qui a évolué, y compris dans cette table ronde, parce qu'on analyse, je crois, un petit peu d'un commun accord, de façon explicite ou implicite en tout cas, que la communauté internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale, en gros d'ailleurs les entités qui sont définies dans l'intitulé de cette table ronde, ne manquent jamais d'imagination pour produire des plans de paix, des feuilles de route, des rapports, on les connaît. Sur la seule question du gel de la colonisation, je vous rappelle simplement qu'en 2001, il y a eu un rapport, le rapport Michel, qui déjà exigeait d'Israël le gel de la colonisation. En 2003, il y a eu la fameuse feuille de route qui répétait la même chose. Il y a eu ensuite les pourparlers d'Annapolis, qui réaffirmaient encore le gel de la colonisation. Et on constate que la colonisation, qui, à mon sens, je crois qu'il y a un assez large consensus sur cette question et qui permet de définir ce conflit comme un conflit colonial et rien d'autre, même s'il est habillé de beaucoup d'autres questions et culturelles et religieuses, eh bien, aucun de ces plans, de ces projets, n'a imposé réellement, dans la pratique, le gel de la colonisation. C'est ce qui peut rendre sceptique sur les démarches actuelles. Parce que, ça a déjà été dit, je vais le redire, ça a été dit ce matin en anglais, je vais le dire en français, les chiffres, enfin en début d'après-midi, pas ce matin, les chiffres de la colonisation depuis le 29 juillet, c'est-à-dire depuis que le processus entamé par John Kerry s'est engagé, c'est 7500 logements qui ont été créés, plus 4000 autres qui sont planifiés. Donc, on voit bien que dans quelle ambiance, je dirais, d'impuissance collective les pourparlers se sont engagés. Parce qu'en fait, c'est la stratégie israélienne depuis des décennies qui consiste à faire perdurer les négociations pour gagner du temps et créer un fait accompli. C'est une stratégie qui date depuis 1967, mais qui s'est hâtée à partir des années 90, et malheureusement aussi depuis le processus d'Oslo, puisque je vous rappelle que Oslo, en 1993, il y avait 115 000 colons, je laisse de côté les 200 000, et j'ai tort, de Jérusalem-Est, 115 000 colons en Cisjordanie, et au moment de Camp David, en juillet 2000, on était à 200 000 colons, c'est-à-dire que pendant cette période que certains d'entre nous ont imaginée radieuse ou devant se terminer en tout cas par une paix, il y a eu une colonisation qui a continué de galoper. Bon, c'est ce qui peut rendre en effet sceptique, et c'est ce qui rend également un petit peu difficile à entendre l'énoncé de ce que j'appellerais le catéchisme de la résolution de 142, c'est-à-dire effectivement les déclarations, comme François Hollande les a énoncées encore dans son dernier voyage, pour une paix juste, etc., et la sécurité d'Israël, et un État, et deux États côte à côte vivant dans la sécurité, etc. On connaît ce discours. On voit bien que, en fait, la discussion qui se mène ici est passée discrètement du constat d'impuissance à une autre problématique qui est celle des sanctions. C'est-à-dire qu'on sait faire les plans de paix, il y en a à foison. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est produire un gendarme international impartial, forcément impartial, mais il ne serait pas équitable parce que la situation n'est pas équitable. Et ça, on ne sait pas le faire. Et ce qui est intéressant dans l'évolution de la situation présente, ce n'est pas tellement le plan de John Kerry, dont je ne sais pas grand-chose, je crois. Enfin, on sait qu'il a reculé sur la question de la vallée du Jourdain, qu'il a admis une présence israélienne après avoir imaginé des contrôles technologiques. On sait qu'il propose que les colonies restent à 75 ou 80%, c'est-à-dire beaucoup quand même. Enfin bref, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Ce qu'on constate, c'est que, et ce qui est intéressant, c'est que ce processus, pour une fois, et c'est l'aspect positif qui peut permettre d'imaginer que Kerry et Obama sont sincères dans leur démarche, il y a une date butoir, fin avril. Alors,
On peut aussi imaginer que ça va durer un peu plus, etc. Mais enfin, à un moment donné, on va être en face d'une date butoir, fin avril ou un peu plus tard. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Et là, il va falloir en effet que les pays qui sont les protagonistes de cette négociation passent à autre chose. C'est-à-dire qu'on pose le problème, en effet, des sanctions. Et ce qui m'intéresse, mais ils ne le feront pas, je ne me fais pas d'illusions, mais ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que les sanctions timides, mais réelles et intéressantes, qui ont été décrites ici même, l'étiquetage des produits, des colonies, etc., la directive de juillet 2012 de l'Union européenne qui rend inéligibles à l'aide européenne les entreprises qui sont situées dans les colonies, etc. Toutes ces sanctions, timides mais réelles, découlent d'une pression directe d'un autre acteur de la communauté internationale, qui n'est pas énoncé dans l'intitulé de cette table ronde, mais qui est de plus en plus présent, et qui est la société civile. C'est-à-dire que ces sanctions, qui sont décidées par des institutions, en l'occurrence européennes, mais qui pourraient l'être demain beaucoup plus fermement, et par la France, par les États-Unis, par les Nations Unies, découlent directement de la pression exercée par la communauté, la société civile, à partir de l'appel de 2005 d'organisations palestiniennes. C'est intéressant parce que si je ne crois pas que les États-Unis ou l'Europe vont se muer du jour au lendemain en gendarmes pour faire appliquer des plans qu'ils connaissent depuis des décennies et que jamais ils n'ont fait appliquer, je crois en revanche que la société civile peut exercer une pression, mais ne réussira pas seule. Je crois à la connexion entre les deux. Je crois que, en effet, le boycott, l'appel au boycott, par exemple, l'appel à la reconnaissance et au tracé des productions qui viennent des territoires, va à un moment donné amener, comme c'est déjà le cas avec l'Union européenne, les institutions et les grandes puissances à agir et à prendre des sanctions réelles, probablement moins timides, plus fermes, plus audacieuses que celles auxquelles on assiste actuellement. Donc on est à la fois dans le passage de la définition d'un droit, encore très abstrait, ou au contraire beaucoup trop répété comme un catéchisme, comme je le disais tout à l'heure, à la question du passage à la fonction de gendarme, même si le mot peut déplaire, mais c'est bien ça dont il s'agit. L'autre